On considère que l'alimentation, c'est la manière avec laquelle nous faisons entrer de la vie en nous pour pouvoir perpétuer justement ce principe de vie chez nous. Et que la façon avec laquelle cela se fait et avec la qualité des produits avec lesquels cela se fait va être déterminant pour le bon équilibre et pour l'état de santé. Une chose majeure dans l'alimentation, c'est la conscience que l'on met dans ce que l'on mange. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si nous sommes présents à ce que nous consommons et à ce que nous ingérons, eh bien un certain nombre de phénomènes à la fois énergétiques mais aussi biologiques vont pouvoir prendre place et avoir lieu. Comment mangeons-nous aujourd'hui? Nous sommes assis à un comptoir, nous avons des écouteurs sur les oreilles, en train de lire des SMS ou de lire un journal, tout en écoutant éventuellement peut-être de la musique ou en parlant avec quelqu'un, mais en tout cas, à aucun moment nous ne sommes réellement présents à ce que nous consommons. Et d'ailleurs, si à la fin de notre repas, dans ces conditions-là, quelqu'un nous demandait de décrire les saveurs que nous avons ressenties de ce que nous avons consommé, nous serions bien en peine de pouvoir les évoquer correctement. Or, il faut comprendre une chose, c'est que dans le fait alimentaire, la saveur est une information. C'est une information majeure qui va aller au cerveau, qui va déterminer la manière avec laquelle celui-ci va commander à différents organes du corps, de sécréter les sucs digestifs et tout ce qui convient pour que l'aliment soit métabolisé correctement. Que par conséquent, la présence que nous mettons dans l'aliment est quelque chose d'essentiel. Cette présence et cette conscience, elle est aussi essentielle à un autre degré, à un autre niveau. Elle est essentielle dans la notion et dans la dimension du respect que l'on porte à ce dont on se nourrit. Le respect que l'on porte à ce dont on se nourrit, c'est celui qu'on lui donne dans le moment où on s'en nourrit, mais également dans la conscience que l'on peut avoir de la façon dont cet aliment a été préparé et voir éventuellement dont les éléments ont été cultivés ou si c'est des origines animales, dont l'animal a été élevé, capturé et transformé. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont profondément participants à la qualité nutritionnelle, subtile, énergétique, mais également extrêmement importante dans ce qu'est le fait alimentaire. Aujourd'hui, malheureusement, nous consommons énormément d'aliments transformés avec des produits, avec des outils, avec des manières de faire qui sont déséquilibrantes et qui génèrent, bien entendu, un potentiel de maladies et de pathologies extrêmement élevé. Même les instances les plus pures et dures de la médecine et des instances qui existent dans nos pays occidentaux reconnaissent à quel point un certain nombre d'aliments industriels sont cancérigènes, sont pathogènes et posent problème. Nous savons pertinemment que les problèmes d'obésité sont liés, bien sûr, notamment à des quantités d'aliments ingérés, mais également, surtout, à une mauvaise qualité, à une super sophistication, à des produits qui ont été industrialisés, qui ont été sucrés, qui ont été salés, et qui génèrent dans notre corps petit à petit un engorgement de celui-ci. Alors l'alimentation est un fait véritablement central, à tel point qu'en médecine traditionnelle chinoise, on considère que les aliments peuvent être même des traitements et des médicaments, et certains médecins prescrivent justement des plats et des préparations spécifiques à consommer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, traditionnellement, en cuisine, eh bien, si vous allez par exemple dans un restaurant chinois, vous allez toujours trouver à l'intérieur du nom du plat les saveurs qui sont les siennes et qui le composent. Vous allez trouver des plats sauce aigre douce, parfumés, mijotés, épicés, etc. Parce que chaque saveur a un rôle précis et particulier. Et globalement, de façon empirique, eh bien, les Chinois savent pertinemment que, par exemple, lorsqu'ils ont un début de refroidissement ou de rhume, s'ils prennent quelque chose qui est très épicé, ça va relancer les énergies du poumon et permettre de mieux se défendre face à l'agression. Alors, dans ce qui concerne les règles ou les modes nutritionnels que l'on connaît dans les visions orientales, il faut savoir que la notion de régime n'existe pas. Il y a des notions d'équilibre des aliments, il y a des notions d'équilibre tant quantitatif que qualitatif. On va à certains moments, en fonction de certains besoins, privilégier tel ou tel aliment par rapport à ce qu'il apporte. Il y a des aliments qui réchauffent, il y a des aliments qui refroidissent, il y a des aliments qui dynamisent, il y a des aliments qui calment et qui tempèrent. La deuxième des règles fondamentales qui existent dans cette vision du monde, c'est la vision de la consommation des produits qui sont en lien avec la région, le biotope, et avec la saison dans laquelle on se situe.
C'est-à-dire que consommer en hiver des aliments qui refroidissent n'est pas l'idéal. Le corps a besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir la température et la chaleur. Nous avons donc besoin de consommer des produits qui sont ceux qui sont consommables dans ces moments-là et qui sont des produits qui réchauffent et qui sont comme des hydrates de carbone, comme des graines, des choses de ce style-là, et qui vont apporter l'énergie dont on a besoin, alors que dans les périodes et les phases chaudes, nous pouvons effectivement nous permettre de consommer des produits qui refroidissent et qui vont permettre au métabolisme de se faire correctement. Dans cette vision aussi, la boisson est aussi extrêmement importante. Nous avons dans nos cultures occidentales sans doute un peu tendance à nous surhydrater. Il faut savoir que des organismes comme les nôtres, dans des conditions de travail urbaines classiques, sans effort particulier sportif ou de travail, n'ont pas besoin de plus de 1 litre à grand maximum, 1,5 litre d'hydratation par jour, quantité d'eau prise dans les repas comprise. La deuxième des règles fondamentales par rapport à ces notions de boissons, c'est de toujours consommer des boissons qui soient à température. C'est-à-dire que lorsque nous avons chaud, nous avons tendance à boire froid, alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et quand il fait très chaud, boire une boisson chaude va permettre au contraire de générer la réaction corporelle qui va nous refroidir. Nous avons tendance à boire beaucoup, alors qu'il faudrait boire par petites quantités. C'est-à-dire qu'il y a toute une régulation fondamentale qui aura besoin d'être retrouvée par rapport au fait alimentaire, de façon à ce que celui-ci soit à nouveau un élément de nutrition et d'équilibre du corps et non pas un niveau de surcharge ou d'engorgement, comme c'est un peu le cas dans nos cultures et nos sociétés. Ce qui nous conduit de temps en temps, bien sûr, à avoir besoin éventuellement de faire appel à des phases où on va limiter l'alimentation, voire rentrer même dans 2 ou 3 journées de jeûne, comme toutes les traditions d'ailleurs le connaissaient très très bien. Jeûner quelques 2 jours, un week-end par exemple, si on travaille, c'est mieux de le faire en dehors de la phase d'activité où on a besoin d'énergie, eh bien va permettre à notre corps de se nettoyer, de s'épurer, et à tous les émonctoires de notre corps de pouvoir se libérer de toute la surcharge éventuelle que nous avons emmagasinée sur le reste du temps. Si on veut aller vers des cures et des jeûnes un peu plus importants, il est très 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 important de comprendre qu'il ne faut pas le faire seul et il ne faut pas le faire dans n'importe quelle condition, parce qu'après, on peut générer des carences fortes à l'intérieur de notre organisme et avoir des effets qui vont aller à l'encontre de ce que nous aimerions retrouver, c'est-à-dire l'équilibre et la santé. Dernier élément enfin, concernant les éléments de diététique, à nouveau, il n'y a pas de règle absolue, de règle définitive et fondamentale. Les êtres humains sont des omnivores, et je pense que c'est à chacun de sentir et de définir les aliments dont il a envie de se nourrir profondément. Il n'y a pas, en dehors des aliments très raffinés, comme les charcuteries, les sucres rapides, les produits laitiers, etc., des aliments qui sont à bannir, mais il y a simplement des aliments qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. En revanche, j'évoquais déjà précédemment la question de la conscience dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, la conscience que nous mettons dans ce que nous mangeons. Eh bien, il y a une vraie conscience et une vraie responsabilité à avoir vis-à-vis des aliments que nous acceptons d'ingérer. Se nourrir d'animaux qui ont souffert, qui ont été maltraités, qui ont été élevés dans des conditions terribles, en dehors de lumière, ou etc. Se nourrir de végétaux qui ont été cultivés dans des conditions industrielles, hors sol, en dehors d'une vision de la lumière naturelle, etc., etc. Se nourrir de poissons et d'aliments venant de la mer et des océans ou des rivières, et qui eux-mêmes ont été élevés dans des conditions avec des territoires extrêmement restreints de stress et de conditions d'abattage difficiles, n'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'aucun aliment en soi qui a été conçu, élevé, élaboré, travaillé, emballé et enfin conduit dans nos assiettes de façon violente, de façon coercitive, de façon industrielle, sont des aliments qui vont poser problème. Alors on peut se demander effectivement comment la maltraitance d'un animal ou les cultures intensives de végétaux ou la pêche industrielle peuvent avoir des conséquences, puisque finalement, me direz-vous, un steak est un steak, ce sont des lipides, des glucides, des protides, ce sont des éléments que nous ingérons. Eh bien, je crois que c'est un petit peu plus sophistiqué et compliqué que cela. C'est-à-dire qu'il faut savoir que
la matière, et notamment la matière physique, est quelque chose qui aussi engrange des mémoires. Les mémoires que nous avons dans nos corps sont des mémoires qui laissent des traces. À partir du moment où il y a eu une maltraitance, cette mémoire s'inscrit à l'intérieur d'un corps. Il y a eu des expériences très troublantes qui ont été faites. On a pu le vérifier d'ailleurs de toute façon à travers par exemple la problématique de la vache folle que nous avons connue à une certaine époque, où on a découvert que des vaches qui mangeaient de la viande de mouton fou devenaient elles-mêmes folles, et que les humains qui mangeaient de cette viande-là dans une certaine quantité, eux-mêmes étaient contaminés. C'est-à-dire que des protéines, c'est-à-dire des éléments apparemment inertes, transmettaient quelque chose de particulier et étaient capables de contaminer et de proliférer. Il y a eu des études qui ont été faites pour voir jusqu'à quel point la mémorisation pouvait exister, et notamment avec des petits animaux qui s'appellent des vers planaires. Il y a eu des recherches qui ont été faites qui ont montré combien des mémoires cellulaires pouvaient exister. Et à partir du moment où l'individu, ou du moins l'animal qui a été élevé dans des conditions qui ont été des conditions terribles et difficiles, eh bien sans doute que sa chair, qui est ce que nous consommons, qui est ce dont nous nous nourrissons, est porteuse d'une mémoire de souffrance, et que cette mémoire de souffrance se retrouve chez nous. Que ce soit à travers du fait basique et hormonal, qu'on va appeler de l'adrénaline, qu'on va appeler tout un tas d'hormones de stress ou de toxines pouvant exister dans la viande, mais au-delà de ça, peut-être aussi par des messages biochimiques.